Bonjour à tous. Nous renouons avec le duel des éditorialistes. Deux éditorialistes de la presse nationale décryptent avec nous l'actualité parce que nous faisons le pari de mieux vous expliquer l'info. Et ce qui fait l'actualité, c'est bien évidemment la prestation de serment du nouveau médiateur de la République et puis l'affaire des déguerpis de Cocody Danga. Que s'est-il donc passé à Cocody Danga? Pourquoi les habitants de ce quartier ont-ils été déguerpis alors que la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière joue la carte de la fermeté, tout en essayant de trouver une solution idoine au profit des déguerpis? Une frange de l'opinion nationale crie à l'injustice et se mobilise en leur faveur, surtout en pleine saison des pluies. Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose ce sujet d'Armand Blédou et de Landry Flan. Ils ont suivi dans les gravats ces habitants complètement déboussolés. Les bulldozers de la SICOJ étaient ce jour-là encore en pleine activité. Va prendre ton sac. On dit ça à la mairie. Ça, ils vont nous aider. Dans les décombres du quartier Abidjan-Bel-Air de Cocody Danga, Mariam Ouedraogo s'est érigée une tente de fortune. Voici la maison. C'est la maison qui est là. On rentre dedans. Et c'est ici on dort. Comme les 77 familles de ce quartier, cette mère de 5 enfants âgée de 27 ans a vu sa maison partir en ruine sous les lames des bulldozers de la SICOJ ce 8 mai 2018 au lever du jour. Voici la maison où j'habitais avant. Ils ont cassé. Nous on était 10. Ça s'est passé le mardi, je suis passé à 8h, à 7h. À notre grande surprise, on s'est réveillé. Je devrais accompagner mon fils à l'école, il fait la maternelle. Et quand je suis descendue sur le goudron, il y avait 3 cargos de militaires qui étaient là. Bon, il y avait les autres aussi qui sont rentrés dans le quartier pour nous dire de quitter le quartier, qu'ils vont casser le quartier. Casser le quartier pour le rénover, argue la SICOJ. Un prétexte, rétorque la présidente du syndic. Document à l'appui, Madame Yedes Assi dénonce un vice de procédure et l'absence de mesures de recasement. Et ça, ils nous l'ont envoyé, vous voyez, le 13 avril 2018. La SICOJ trouvera une zone de recasement afin d'y construire des logements pour recevoir les populations dont les logements seront détruits. Et cette mesure n'a pas été respectée. Une mesure non respectée, mais aussi un abus de pouvoir, ajoute la présidente du syndic. C'est une injustice qui nous a été imposée par les dirigeants de la SICOJ parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont la justice avec eux. Ils sont venus faire un passage en force et ils ont réussi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui sont sous la pluie. Il y a des élèves qui ne vont pas à l'école. Il y a des étudiants qui ne peuvent plus aller à l'école. Nous avons besoin que justice vraiment soit faite. Nous ne voulons pas forcément ce terrain ou quoi que ce soit, mais nous voulons être relogés décemment. Reloger décemment les déguerpis de Danga, on m'envoie loin. C'est aussi le combat de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Le gouvernement se trompe de combat. Au lieu de combattre la pauvreté, combat les pauvres. C'est ça. L'État voudrait démontrer que la SICOJ est dans ses droits. Non, la SICOJ ne souffre pas. La SICOJ en cassant ne souffre pas. Mais la SICOJ met des citoyens dehors. Et c'est ceux-là qui ont besoin de compassion. C'est ceux-là qui ont besoin de soutien. Ça n'a rien à voir de récupération politique. Ça n'a rien à voir d'émotion. Mais c'est une réalité. On gouverne pour des êtres humains. En entendant qu'adviennent les secours, la SICOJ affiche la fermeté. Ces familles, qui ont été prévenues depuis 2014, se sont vues proposer la somme d'1 million de francs CFA au titre du recasement. Une somme jugée dérisoire par certaines familles, aujourd'hui déguerpie de force. Quant à Mariam Ouedraogo, elle tente de récupérer ce qui reste des ruines de sa maison. Alors, je vous présente mes invités et chers confrères. Bernard Kra, journaliste politique et secrétaire général de la rédaction du quotidien L'Expression. Bonjour Bernard. Bonjour Ange. Et puis Sylvain Debailly, journaliste politique au site d'information www.connexion.net. Bonjour Sylvain. Bonjour Ange. Ma première question, elle est celle-ci. Est-ce que la SICOJ n'était-elle pas dans ses droits en allant déguerpir ces familles qui ont été déboutées par la justice? Je rappelle que c'est depuis 2012 qu'elles auraient pu quitter ces lieux, Bernard.
Alors, écoutez, nous avons tous été attristés et écœurés par ce spectacle désolant auquel nous avons assisté avant-hier, sinon depuis quelques jours. Alors, passer le temps de la clameur et de l'émotion, je pense qu'il faut se poser les vraies questions qui nous permettront d'avoir les vraies réponses. Lesquelles? Alors, les vraies questions sont les suivantes. Et enfin, il y en a beaucoup, mais j'estime qu'il y a deux questions qui sont fondamentales. La première. À qui appartient le site de Cocody Danga? Secondo, est-ce que le dégraissement qui a eu lieu avant-hier a été fait selon les règles de l'art? Si nous avons les réponses à ces deux questions, je pense qu'elles nous permettront d'avancer beaucoup dans le débat et de comprendre ce sujet. Alors, Sylvain Debailly, est-ce que la CICOJ n'était-elle pas dans ses droits en allant déguerpir ces populations? Oui, je voudrais vous remercier et remercier également mon confrère Krabernard. Je crois qu'il a dit l'essentiel du débat aujourd'hui, c'est cela. Il faut se poser les bonnes questions et cela nous permettra, comme il a dit, de trouver les bonnes réponses. Alors, mais en même temps, quoi qu'on dise et quels que soient les débats qu'on va faire, moi je dirais que toute politique de développement doit mettre au centre de ses préoccupations l'homme. Lorsque tout ce qu'on fait, tout ce que nous menons comme activité, si ce n'est pas basé sur le bien-être de l'homme, on passe à côté. C'est vraiment ce que je voudrais dire en introduction, en attendant de rentrer même dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ces questions qu'on devrait se poser, Bernard? Non, il disait tantôt à qui appartient le site de Cocody Danga. Et comment on y répond? Alors, le site de Cocody Danga appartient à qui? Voilà, selon les petites recherches que nous avons menées, et il est notoirement reconnu de tous que le site de Cocody Danga appartient à la CICOJ. Ceux aujourd'hui qui crient au loup le savent très bien. Ceux qui ont accepté de partir le savent très bien. Le site de Cocody Danga appartient à la CICOJ. Alors, si ce site appartient à la CICOJ et que la CICOJ décide de mettre son site en valeur et de procéder au déguerpissement de ceux qui occupent ces sites, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et selon les informations, selon les recherches que nous avions menées et les petites analyses que nous avions faites, ce déguerpissement a été fait dans les règles de l'art. Alors, retenons que depuis 1994, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de procéder à la rénovation de certains sites sur lesquels sont bâtis des bâtiments de type coloniaux. Ça s'est passé à Trècheville où l'habitat Crown a été partiellement rasé pour faire face aujourd'hui à la cité Arras. C'est la même situation que Cocody Danga. Alors nous sommes en 2018. En 2012, la CICOJ a décidé de procéder à la rénovation de ce site et la CICOJ... Donc la CICOJ est bel et bien dans ses droits. La CICOJ est dans ses droits. Je pense que ce n'est pas l'avis de Sylvain. Non, pas du tout. Pas du tout. D'un point de vue juridique, bon, ça, quand on mène le débat sur le côté juridique de la chose, bon, on peut peut-être concéder à la CICOJ ce qu'elle a fait, mais moi je voudrais dire qu'il faut revenir un peu plus en arrière dans l'histoire même de la construction de ces maisons. Allons-y très rapidement. Oui, ce site, d'après nos recherches, appartenait à la CICI, Société ivoirienne de construction immobilière, qui entre 1950 et 1955, a construit ces maisons et ont été occupées par ses premiers habitants, des locataires, à qui on a loué ces maisons jusqu'en 1969, où le patron de la CICI est décédé. La CICOJ a été créée en 1962, mais jusqu'en 1969, les locataires payaient avec la CICI. Voilà, donc, pourquoi ça fait débat? Parce que les populations qui sont là trouvent qu'elles sont aussi dans le droit de rester là parce que les maisons leur appartiennent. Est-ce que vraiment les maisons leur appartiennent? Elles trouvent qu'elles sont dans le droit de rester là où elles sont, mais est-ce que réellement ces maisons leur appartiennent? Oui, elles présentent des documents. Quand vous leur posez cette question, elles présentent des documents. Il y a des actes du gouvernement, et il y a des documents que la CICOJ qui a repris plus tard ces constructions-là présente également. Et on peut citer notamment des décrets, sinon des arrêtés ministériels, notamment des arrêtés de 1970, où la CICOJ elle-même, du moins l'État de Côte d'Ivoire, a défini un certain nombre de règles, un certain nombre de choses pour pouvoir céder aux occupants là, des maisons moyennant
moyennant paiement. Certains ont payé régulièrement jusqu'à ce que ces maisons leur reviennent. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui que ces personnes-là tentent de revendiquer. Sinon, il y a eu des décalpissements à Abidjan ici qui n'ont pas créé tant de bruit comme ce qu'on voit aujourd'hui sur le site de Danga. Alors, Bernard Kra, est-ce que ces populations sont en droit de revendiquer ou pas leur propriété? Écoutez, il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Et je pense que pour bien comprendre l'histoire de Danga, il faut sortir des émotions. Alors, beaucoup se laissent prendre par le piège de cette antériorité des constructions à la création de la CICOJ en 1962. La Côte d'Ivoire, rappelez-vous, elle-même date officiellement de 1960. Et alors, quand la Côte d'Ivoire a commencé à exister juridiquement à partir de 1960, alors, bon, elle a ligué il y a eu des acquis de la colonisation. Aujourd'hui, quand nous partons en Bassam, nous admirons avec fierté des bâtiments qui datent de la période coloniale, ainsi qu'à Bégerville. Alors, le fait d'avoir des bâtiments qui datent d'avant la création de la CICOJ ne veut pas dire de facto que ces bâtiments appartiennent à ceux qui les occupent. Non. Vous voulez dire que c'est pas simplement le fait de durer sur ces lieux-là qui fait de ces populations des propriétaires de ces lieux? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La CICOJ a son patrimoine dont fait partie Cocody Danga. La CICOJ a décidé de mettre en valeur son site de Cocody Danga et la CICOJ était face à un refus de certains occupants. Ils sont allés en justice, ils ont été déboutés, ils ont interjeté appel, la cour d'appel les a déboutés, ils sont à la Cour suprême et la Cour suprême a encore donné raison à la CICOJ. Alors quand on se dit respectueux des institutions de son pays, quand on a fini d'épuiser toutes ces voies de recours, je pense que force doit rester à la loi. Alors, il y a une autre complexité dans cette affaire. Il y aurait des habitants qui ont accepté de prendre le million promis et offert par l'État, par la CICOJ, en guise de dédommagement. Mais il y en a qui n'ont pas voulu prendre cet argent. Il y en a qui ont pris et qui continuent de rester sur le site. Mais il y en a qui n'ont pas voulu prendre et préféraient rester indéfiniment sur ce site. En tout cas, les populations trouvent qu'elles sont dans leur droit. Certaines trouvent qu'elles sont dans leur droit de continuer de rester en ces lieux-là. Pourquoi certains prennent, refusent de partir, d'autres refusent de prendre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu de mauvaise foi aussi? Oui, est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi? Mais moi, je voudrais dire que si la population aujourd'hui ne veut pas partir, vous avez demandé tout à l'heure si la CICOJ est dans ses droits, mais la population, elle aussi, les occupants disent aussi qu'ils sont dans leurs droits. Je vous cite à ce propos un arrêté de 1970, un arrêté du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, qui disait que la CICOJ doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la construction et de l'urbanisme définissent par arrêté conjoint les modalités pratiques de ces cessions. Je dis bien de ces cessions. Donc, ces maisons ont été cédées à leurs locataires premiers, lesquels sont devenus propriétaires. Voici aujourd'hui ce qui fonde leur entêtement à rester sur ce site. Mais en même temps, il y en a qui disent, on a écouté cela dans le reportage tout à l'heure, il y en a qui disent, bon, qu'on nous demande de partir, ce n'est pas le problème, mais qu'on nous reloge quelque part ou qu'on nous donne beaucoup plus de moyens pour nous reloger. Alors, oui, à ce sujet, Benakra a dit tout à l'heure que force doit être à la loi, je suis bien d'accord. Mais quand, et il a dit que les choses se sont passées dans la règle de l'art, je voudrais m'inscrire en faux parce que les déguerpissements qu'on a vus là, je pense que les louba qu'on utilise pour faire le déguerpissement, ils ne sont pas une force publique. On a utilisé des louba un matin qui sont venus tout casser, aidés de policiers lourdement armés pour déguerpir quelques 118 maisons. Est-ce que c'est cela les choses dans les règles de l'art? Je ne pense pas. Et en même temps, si la justice les a déboutés,
quand ils ont Oui, attaqué mais la en ce qui concerne la CICOJ. justice, le directeur de la CICOJ est venu, comme on nous le dit, avec une décision de justice, avec une décision de la Cour Donc, ça suprême veut dire que les qui a choses se sont faites débouté, dans les- qui a se sont faites dans débouté les les règles de 33 l'art. personnes qui ont voulu se faire justice, mais qui ont esté en justice. Mais je voudrais dire, m'interroger moi, hein, si la Cour suprême a eu vraiment toutes les analyses, tous les contours nécessaires de cette affaire avant de trancher. Parce que sûrement, c'est au regard des documents produits par la CICOJ qu'elle a dû trancher. Mais il se trouve que la CICOJ, le directeur de la CICOJ, même quand il intervenait sur la première chaîne de télévision, c'est dédié en disant que tout le monde n'a pas été dédommagé. Bernard. D'accord, alors je reprends Sylvain au mot. Alors dire que certainement que la Cour suprême n'a pas eu tous les documents peut-être pour décider, c'est peut-être faire une injure à cette juridiction suprême. Alors de 2012 à 2018, ça fait bien 5 années. Je pense qu'en 5 années, les différentes étapes ont été respectées dans la décision qui a été donnée. Ce que j'aimerais dire, avec votre permission, dans ce débat, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de... Qui manipule qui? Sylvain a cité un arrêt du ministère de la Construction, c'est bien vrai, mais ce qu'il oublie, c'est qu'en 1994, quand le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire a décidé de rénover certains sites qui disposaient de bâtiments coloniaux, j'ai rappelé tout à l'heure le cas de l'habitat Craon, de Danga, il y a des sites qui sont à Djamé. Alors ces sites ne faisaient pas partie de ce patrimoine locatif-là. Ça, il faut le noter. C'est-à-dire que Danga ne faisait pas partie. Donc, c'était ni une location-vente, ni une vente, c'était une location simple. À partir du moment où c'est une location simple, ce site est la propriété exclusive de la CICOJ. Alors, dire aussi que, bon, ils sont venus déguerpir avec des loupas, bon, quand même, la CICOJ, c'est l'EPN à qui la Cour suprême a donné raison, aller recourir à des loupas pour venir déloger des populations. Je pense que restons un peu dans les normes. Beaucoup de choses se sont passées. Le déquêtissement a été fait. Est-ce que les Louba n'étaient pas là? Les Louba étaient bien là? C'est vous qui le dites. Ouais, on en a vu. Très bien, nous allons passer donc à la deuxième partie de notre émission. Dans cette deuxième partie du duel des éditorialistes, la Côte d'Ivoire a un nouveau médiateur de la République, M. Adama Tounkara, ancien ministre inamovible, maire de la commune d'Abobo et fidèle du président Ouattara. Il faut dire que cette fonction de médiateur de la République est le prolongement depuis 2000 d'une fonction assurée par le grand médiateur de l'organe présidentiel de la médiation créé en 1995. Après donc Ngolo Coulibaly, Adama Tounkara prend donc les commandes de cette institution. Est-ce un choix judicieux selon vous, Sylvain? Bon, un choix judicieux. Je pense que le président de la République a le droit de nommer qui il veut. Après la Constitution, c'est lui qui nomme aux emplois supérieurs. Donc, je ne peux pas juger de l'opportunité ou... En tout cas, ce n'est pas une décision que je peux commenter. Simplement, je voudrais dire que, comme on l'a vu ou entendu à la prestation des serments, il faut attendre le nouveau médiateur aux actes. Il a dit qu'il servirait en toute loyauté. Et moi, je voudrais l'attendre aux actes en tout cas, parce que du travail, il y en a pour lui. Alors justement, quel est le rôle du médiateur de la République? Alors, il faut comprendre que le médiateur de la République, c'est un trait d'union entre l'administration et les administrés. Tout différent qui surgirait entre une administration, qu'elle soit déconcentrée ou concentrée, qu'elle soit une collectivité, c'est le médiateur de la République qui sert de trait d'union entre les administrateurs de population et les démembrements de l'État de Côte d'Ivoire. Il en a de même pour les communautés villageoises. Bref, le médiateur de la République, c'est celui, comme le dit son nom, c'est un médiateur et celui qui sert de trait d'union entre les administrés et l'administration. Est-ce que le médiateur de la République ne devrait-il pas rendre un peu plus son action visible sur le terrain de la réconciliation nationale, par exemple, ou bien ça ne fait pas partie de ses prérogatives?
Oui, ben, tout à l'heure, quand moi je disais qu'il a du travail à faire, c'est effectivement à cela que je voudrais faire allusion. Il faut remonter aux origines même de cette fonction de médiateur. On parlait du grand ombudsman. Ça veut dire que le médiateur est d'abord un défenseur des droits, il est un protecteur du citoyen et un défenseur du peuple. Donc, au regard de cela, je pense qu'il a un rôle qui doit beaucoup plus être ancré dans la population. Et la réconciliation en Côte d'Ivoire, je crois, est un sujet très important. Après 7 ans après la crise, il y a encore des Ivoiriens qui ne sont pas réconciliés. Je pense que le chantier est assez grand. Le chantier est assez grand. Et devrait pouvoir intéresser également monsieur le médiateur de la République. Oui, oui, bien sûr. Parce que jusque-là, ce que nous avons constaté dans le commun des Ivoiriens, bon, ben, ce sont des postes, dans l'imaginaire populaire, je vais dire, ce sont des postes où on vient, où on nomme des amis, ou bien même qui sont considérés comme des garages. Mais je pense qu'il appartient au médiateur, sinon à la personnalité qui est nommée, de donner du contenu à sa fonction. Jusque-là, ben, je ne sais pas si c'est les précédents qui n'ont pas beaucoup communiqué sur ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, nous restons sceptiques. Alors, il faut dire que, oui, sur cette question de la réconciliation, il faut noter que la nomination de M. Tungara a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein. Donc, on dit que le président de la République a nommé un copain à la tête d'une institution de la République et tout. Comme l'a dit... il reste l'un de ses fidèles. Oui, non, absolument. Bon, là, je peux vous citer le général de Gaulle qui dit que on gouverne avec les amis et on administre avec les compétences. C'est vrai, Adama Tunkara, c'est un ami de longue date du président de la République. Mais comme il a si bien dit, le chef de l'État, comme dit dans nos constitutions, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Nous sommes 24 millions d'Ivoiriens. Certainement que dans les 24 millions d'Ivoiriens, peut-être tout le monde a le profil du poste. Mais Adama Tunkara a été élu, et comme Sylvain l'a dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Très bien. Oui, mais à ce sujet, je voudrais aussi ajouter que ceux qui le disent aussi, hein, ceux qui doutent un peu, il faut le leur concéder parce qu'on connaît l'état des services de l'homme. Il a été ministre, il a été maire d'Abobo. Bon, est-ce que ce n'est pas par rapport à cela que certains le jugent? Est-ce que il voudrait peut-être voir une personnalité nouvelle émerger. Et cette fonction est tellement délicate qu'on a besoin de sang neuf, de quelqu'un d'imaginatif. Avec ce que... Vous n'allez quand même pas dire qu'il n'est pas imaginatif, monsieur Tunkara. Non, je vais dire qu'il a Adama Tunkara, on le connaît, il a fait ses preuves, c'est vrai qu'il a eu des succès, qu'il a eu aussi des échecs là où il est passé. Mais moi, personnellement, je voudrais voir quelqu'un de nouveau émerger. Pourquoi pas même un jeune, et puis pourquoi c'est des vieux seulement qu'il faut tout... Enfin, des gens d'un certain âge qu'il faut toujours mettre à la tête de ces structures. Et puis bon, finalement, ça n'avance pas beaucoup. Et puis, voilà. Il faut sortir de sentier battu pour dire que, bon, écoutez, tel, il y a longtemps, elle est là, c'est un vieux. Tout à l'heure, quand nous avons donné des missions attributions des médiateurs de la République, c'est du costaud. Alors, on ne peut pas s'amuser à prendre un jeune qui sort de l'université pour le nommer à ce poste. Oh non, je ne dis quand même pas qu'il faut un jeune sorti de l'université. Le président de la République, au terme de son mandat, c'est lui qui sera jugé. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas ceux qui forment des critiques qui seront jugés. Alors, c'est lui qui va rendre compte à ceux qui l'ont élu. Donc, s'il a mis quelqu'un à un poste spécifique, il sait que ce dernier a le profil du poste. Donc, ne préjugeons pas des compétences ou bien du passé du monsieur Adama Tunkara pour dire ceci ou cela. Oui, mais l'action doit être visible. On dirait que l'action soit visible. Très bien. Alors, on va passer à la troisième et dernière partie de ce rendez-vous. Nous allons donc évoquer EDS, entendez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, du professeur Armand Ouegna. On dirait que cette plateforme fédère mieux les forces de l'opposition radicale. Elle vient d'appeler au boycott de la révision de la liste électorale. Est-ce que c'est le nouveau messie de l'opposition radicale en Côte d'Ivoire, je vais dire EDS et le professeur, comment je vais dire, Armand Ouegna, pardon. Bon, dire que c'est le messie de l'opposition radicale, pour moi, c'est... On ne peut pas revendiquer ce titre avec fierté, être le messie d'une opposition radicale. Pourquoi? Voilà, en toute chose, il faut de la mesure, même dans l'opposition. Alors, ce que je note, le professeur Armand Ouegna est aujourd'hui à la tête de EDS. Il entreprend beaucoup d'actions, mais
Je peux dire que être leader d'une opposition ne se décrète pas, c'est dans les faits. Le professeur Armand Onyen a été découvert, sinon a été propulsé devant la scène politique dans les des instants du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Je dirais même pendant la crise post-électorale. Alors, il y a eu un passage à vide. En 2018, on ne peut pas dire que le professeur Armand Onyen, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un éminent universitaire, mais la politique c'est un autre champ. Être leader de l'opposition, il faut avoir un vécu, il faut avoir des politiques, il faut avoir des moyens, il faut avoir des hommes. Mais quelque part, est-ce qu'aujourd'hui il ne fait pas exister cette opposition-là, Sylvain? Oui, on pourrait le penser. Et pourquoi ne pas le penser dans une atmosphère où toute l'opposition même est en berne. Vous avez tantôt utilisé le terme de messie d'une opposition radicale. Peut-être que j'exagère un peu. Bon. Je ne sais pas si tu exagères vraiment, mais je veux dire, messie, c'est peut-être un peu fort pour le moment, parce qu'il faudrait peut-être voir le professeur Armand Onyen à l'œuvre. EDS n'a qu'un an. Il a été créé dans l'esprit ce qu'on pourrait appeler l'esprit du 20 avril 2017. C'était une stratégie pour mettre en union de force tous ceux qui se réclament de l'idéologie politique de Laurent Gbagbo. Maintenant, comme l'a si bien dit Bernard Kra, est-ce que le professeur Onyen, qui est nouveau sur la scène politique, est-ce qu'il aura suffisamment de poids, suffisamment de poigne pour pouvoir conduire cette opposition? Parce que une chose est à noter, c'est que il n'était pas adossé lui-même à un grand parti politique. Il est issu du RPP. Et ce qu'il faut dire, il a aujourd'hui la région, le groupe qu'on appelle les Gauls, les Gbagbouriens. Est-ce qu'il y aura suffisamment de poigne pour pouvoir s'imposer? C'est vrai qu'il connaît le code de la famille Gbagbo, il connaît le langage, il sait quel discours il faut tenir, mais est-ce qu'il aura les mains libres pour en imposer aux autres, pour définir une politique claire de cette opposition-là? Pour le moment, il faut peut-être observer, mais en même temps, on est à 2 ans de l'élection présidentielle. Alors, il a lancé un appel au boycott de la révision de la liste électorale. Visiblement, on va encore vers une sorte de désistement d'une certaine partie de l'opposition quant aux prochaines élections locales. Finalement, une opposition qui s'accoutume de la politique de la chaise vide, elle existe comment en fait, Bernard Kra? Bon, enfin, c'est tout rappel au boycott du processus de révision de la liste électorale. Moi, je dirais que c'est un disque qui est rayé avant même sa sortie. Alors, le professeur Armand Onyen, sinon, le pro-Gbagbo, enfin, ce qu'on appelle les Gbagbouriens, depuis la fin de la crise post-électorale, c'est sur ce même ton qu'ils dansent, le boycott tout azimut, la politique de la chaise vide. Mais il ne faut que faire du tort à leurs propres militants. Les élections locales, ce n'est pas des élections politiques, c'est des élections de développement. Quand nous soucions d'un développement, on ne lance pas un appel à un boycott. Nous sommes dans un pays. Bon, ils vont boycotter, les Ivoiriens iront se faire recenser. Quand la date sera donnée, ils iront aux élections locales et régionales. Et le pays évoluera sans eux, c'est tout. Alors, la politique de la chaise vide. Oui, souvent on parle de politique de la chaise vide, mais il faut quand même s'interroger sur ce qui rend cette chaise-là vide. On ne peut pas occuper une chaise si elle est sale, on ne peut pas occuper une chaise si là-dessus il y a des piquants. Je pense qu'il faut peut-être les comprendre dans leur option. Ils demandent un certain nombre de revendications depuis des années. Est-ce qu'on peut dire que boycotter à nouveau le processus de révision de la liste électorale, est-ce qu'on peut dire que c'est suicidaire pour eux? Mais moi, je pense que c'est le contraire qui aurait étonné, parce que depuis un moment, ils sont dans une logique de dénonciation de la CEI actuelle dont le président a atteint la limite de son mandat et qui, en principe, ne devrait plus être là. Mais il se trouve que M. Youssouf Bakayoko est toujours en poste. Et c'est ce que cette opposition dénonce depuis un moment. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle ne participe plus
à toutes les activités que la 7CEI va organiser, je crois que c'est de bonne guerre. C'est la même logique qui se poursuit. Il appartient au camp qui est en face de peut-être regarder cela de plus près et de dire que, mais après tout, c'est la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens doivent se parler pour ne pas laisser la place à d'autres crises encore. Ouais, mais Sylvain, en disant ça, il faut aussi que nos amis comprennent, hein, on ne peut pas changer un système de l'extérieur. Vous parlez de la CEI. Cette CEI, on en a parlé de long en large. Celui qui fait office aujourd'hui de vice-président de cette CEI, c'est M. Koulibaly Gervais, qui fut le porte-parole de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tous ces gars, comme on les appelle, ne jouent que par Laurent Gbagbo. Alors, pourquoi vouloir se faire plus royaliste que Laurent? Celui qui était le porte-parole de Laurent Gbagbo est le numéro 2 de cette institution, et vous enfermez dans une salle, il faut réformer cette CEI. Non, il n'y a pas que... Je pense que laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Oui, je pense que, je l'ai dit tantôt, ce sont des élections de développement. On peut avoir des griefs. Ça fait combien d'années que cela dure? Il y aura des candidats indépendants. Et ceux-là, ils gagneront. Vous allez passer un passage à vide pendant 10 ans. Politiquement, c'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est pourquoi ils pensent que le professeur Armand Oyen et tous ceux qui se reconnaissent dans les Gbagbo-Ouriens doivent savoir raison garder. Penser à demain. Ils ont des milliers de militants. Alors, pourquoi toujours ceux-là, les sacrifier sur l'autel? Ils devraient vous engager comme conseiller politique. Bon, pas nécessairement. Bon, cela est issu de tout le monde. Hein. Même le président de la République l'a une fois dit. Bon, il sait ce que c'est. Il connaît le prix du boycott. Ils ont boycotté les législatives. Ils savent ce que c'est. Alors, pendant 10 ans, vous allez continuer de boycotter. Bon, continuez de boycotter. Mais en même temps qu'il dit qu'il connaît le résultat du boycott, c'est en même temps lui et son gouvernement qui posent les freins à cette réforme. Qu'est-ce qui empêche le président de la République d'appliquer une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? On sait que M. Ouattara, à l'époque, il était très attaché à tout ce qui vient des institutions ivoiriennes et même supranationales, internationales. Aujourd'hui, il y a une décision qui est là. Il faut l'appliquer. Même la société civile ivoirienne a posé les mêmes revendications. Mais il faut à un moment donné qu'on bouge. Monsieur Youssou Bakayoko, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont capables de le remplacer. Pourquoi c'est lui qu'il faut maintenir à cette place? Il faut faire le bilan de la crise. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie d'une autre crise, d'une autre guerre? Je pense que si on est conscient de cela, il faut quand même mettre bas la terre et ne pas toujours voir dans les décisions de l'opposition une politique de la chaise vide. C'est ce qui se passe avant là, c'est ça qui amène les décisions, peut-être qu'on peut qualifier de radicales, mais qui pour l'opposition sont peut-être salutaires. Il faut faire une fixation sur la personnalité de M. Bakayoko. Oui, mais M. Bakayoko n'est que le président d'une institution de la République. Alors, M. Bakayoko, vous dites que s'il est là, vous faites l'économie d'une crise. M. Bakayoko était à la tête de la CEI et c'est cette CEI qui a organisé la présidentielle de 2015 à laquelle a participé. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de tension. C'était une élection à sens unique. Il n'y a pas eu de mort. Il y a les élections législatives de 2016 et c'est encore M. Bakayoko et la CEI qui ont organisé. Il y a eu des candidats de l'IFPI qui ont été élus. Il n'y a pas eu de mort. Aucune mouche n'a été égratignée. On s'en va à d'autres élections. Il n'y a pas de nuage à l'horizon. Revenez dans l'arène, allons-y et pour le développement de notre pays. On vous demande d'appliquer un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Je crois que c'est très simple. Ce n'est pas le bilan de Youssou Bakayoko qu'on peut faire comme ça en un clin d'œil. Je pense qu'il est comptable de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, donc il doit pouvoir changer. On va dire il est aussi peut-être. Non, mais ça, c'est nous avons tous assisté à cette histoire. Hein. Voilà. Très bien. Merci infiniment. C'est la fin de ce premier duel des éditorialistes. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer de débattre de toutes ces questions sur notre nouvelle plateforme Débattons. Merci à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux et n'oubliez surtout pas de partager ce lien. À très vite. Merci.